La piste du crime par Wilkie Collins, partie 6 du livre audio. 18. Troisième question. Quel a été le mobile du crime? La première question, la femme est-elle morte empoisonnée, avait été résolue affirmativement. La seconde question, qui a été l'empoisonneur, n'avait eu qu'une solution douteuse. Restait maintenant une troisième question. Quel a été le mobile du crime? Les premiers témoins entendus sur cette question furent des parents et des amis de la défunte. Lady Brydehaven, veuve du contre-amiral Sir George Brydehaven, interrogée par M. Drew, conseil de la couronne, et par le procureur général, déposa en ces termes. La défunte, Madame Eustache Macallan, était ma nièce. Elle était l'unique enfant de ma sœur, et elle vivait chez moi depuis la mort de sa mère. Je fis des objections à son mariage, mais ces objections furent considérées comme de pure imagination ou de pur sentiment par d'autres amis. Il m'est extrêmement pénible de rendre ces détails publics, mais je suis prête à surmonter ma répugnance si les nécessités de la justice l'exigent. Le détenu qui comparaît à la barre était mon hôte à l'époque dont je parle. Dans une chute de cheval, il se fit une grave blessure à la jambe. Cette même jambe avait été déjà blessée, pendant qu'il servait dans l'armée des Indes, ce qui compliqua et aggrava le nouvel accident. Il resta pendant plusieurs semaines étendu sur un sofa, et les dames de la maison venaient tour à tour s'asseoir auprès de lui et lui allégeaient le poids du temps en lui faisant la lecture ou en causant avec lui. Ma nièce était la plus empressée dans ce groupe d'infirmières volontaires. Elle jouait merveilleusement du piano, et le blessé, ce qui fut un grand malheur, comme la suite le prouva, était passionné pour la musique. Les conséquences de ces relations parfaitement innocentes furent déplorables pour ma nièce. Elle devint éperdument éprise de M. Eustache Macallan, sans éveiller en lui une affection pareille. Je fis de mon mieux pour m'interposer, délicatement et utilement, tandis qu'il en était temps encore. Malheureusement, ma nièce n'eut en moi aucune confiance. Elle persista à nier qu'elle ressentit pour M. Macallan un sentiment autre qu'un intérêt purement amical. Il me fut dès lors impossible de les éloigner l'un de l'autre, sans faire connaître ouvertement ma raison d'agir ainsi, et produire par là un scandale qui pouvait nuire à la réputation de ma nièce. Mon mari vivait encore à ce moment, et la seule chose que je pusse faire, en pareille occurrence, fut celle que je fis. Je le priai de parler en secret à M. Macallan et de faire appel à son honneur pour qu'il nous aidât à sortir d'embarras sans faire tort à ma nièce. M. Macallan se conduisit admirablement bien. Il était encore dans un état de grande faiblesse, mais il s'empressa de nous fournir, pour se retirer, un motif qu'il était impossible de ne pas admettre. 2 jours après son entretien avec mon mari, il avait quitté la maison. Le moyen semblait le meilleur du monde, mais il venait trop tard et manqua complètement son but. Le mal était fait. Ma nièce dépérit à vue d'œil. Ni les secours de l'art, ni le changement d'air et de lieu n'y firent rien. Au bout de quelque temps, quand M. Macallan fut complètement remis des suites de sa chute, je découvris que ma nièce entretenait une correspondance clandestine avec lui, par l'intermédiaire de la femme de chambre qui la servait. Les lettres de M. Macallan, je dois le dire, étaient écrites avec beaucoup de réserve et de tact. Néanmoins, je compris qu'il était de mon devoir de mettre un terme à cette correspondance. Mon intervention, pouvais-je m'empêcher d'intervenir, ne fit que précipiter une crise. Un jour, ma nièce ne parut pas au déjeuner. Le lendemain, nous apprenions que la pauvre insensée était allée se réfugier dans l'appartement que M. Macallan avait à Londres, et que des jeunes amis de ce gentleman, qui venaient lui faire visite, avaient trouvé notre nièce cachée dans sa chambre. Dans cette désastreuse circonstance, M. Macallan était resté à l'abri de toute espèce de blâme. Entendant des pas au dehors, il n'avait eu que le temps, pour sauvegarder l'honneur de la jeune fille, de la cacher dans la pièce la plus voisine, qui se trouva être sa chambre.
L'affaire fit naturellement du bruit, et l'on en parla dans les termes les plus fâcheux. Mon mari eut une nouvelle entrevue avec M. Macallan. Ce gentleman fut encore une fois admirable. Il déclara hautement et publiquement que ma nièce, en venant chez lui, avait simplement rendu visite à son fiancé, et moins de 15 jours après, il fit taire le scandale par le seul moyen efficace possible. Il l'épousa. Je fus seule à m'opposer à ce mariage. Je pensais alors, et mon pressentiment s'est trop vérifié depuis, que cette union ne se fondait que sur des fatalités et des méprises. Elle eût été suffisamment regrettable à mes yeux, même si M. Macallan l'avait contractée sans avoir la moindre étincelle d'amour pour ma nièce. Mais ce qui rendait la perspective de l'avenir encore plus désespérante, c'est que lui-même, à cette époque, il souffrait d'un attachement mal placé pour une femme engagée à un autre. Je sais bien que, dans sa généreuse compassion pour ma nièce, il a nié le fait. Il a même feint pour elle un amour qu'il n'éprouvait pas. Mais sa passion sans espérance pour la femme dont je viens de parler n'était un mystère pour aucun de ses amis. Il convient d'ajouter que le mariage de cette dame précéda son propre mariage. Il avait perdu irrévocablement celle qu'il aimait réellement. Il était sans espérance, sans but dans la vie, quand il prit en pitié ma pauvre nièce. En résumé, je ne puis que le répéter. Rien de ce qui aurait pu lui arriver si elle était restée fille n'aurait, selon moi, égalé le malheur pour elle d'avoir épousé M. Macallan. Je crois, en vérité, que jamais époux ne furent plus mal assortis que le prévenu qui est à cette barre et sa défunte femme. Inutile de dire que la déposition de ce témoin produisit une profonde sensation dans l'auditoire et impressionna visiblement l'esprit du jury. Le contre-interrogatoire força Lady Brydehaven à modifier quelques-unes de ses déclarations. Elle reconnut que son allégation concernant l'amour du prévenu pour une autre femme ne reposait que sur une simple rumeur. Mais les faits racontés par elle n'en restèrent pas moins incontestés dans l'opinion. Par cette seule raison, qu'il donnait au crime dont le prévenu était accusé l'apparence d'une raison d'être, qu'on avait cherchée en vain dans les premières audiences. Deux autres dames, amies intimes de madame Eustache Macallan, furent appelées ensuite à déposer. Elles différèrent d'opinion avec Lady Brydehaven, en ce qu'elles avaient trouvé le mariage tout à fait convenable. Mais, sur tous les autres points essentiels, elles s'accordèrent avec elle et ne firent que confirmer l'impression qu'elle avait produite sur les membres de la cour. Les preuves que l'accusation invoqua après les témoignages oraux furent les témoignages muets fournis par les lettres et le journal trouvé à Glenitch. Répondant à une question qui lui fut adressée par l'un des jurés, le procureur général constata que les lettres avaient été écrites par quelques amis du détenu et de sa défunte femme, et que certains passages de ces lettres avaient trait directement au rapport des deux époux dans leur vie commune. Le journal était beaucoup plus intéressant encore. Il enregistrait jour par jour les événements domestiques de la vie de l'accusé et les pensées, les impressions que faisaient naître en lui ces événements. Une scène pénible suivit cette explication. J'écris longtemps après que tous ces faits sont passés, et je ne puis toujours prendre sur moi de rapporter en détail ce que mon infortuné mari dit et fit en ce moment critique de son procès. Profondément affecté par la déposition de Lady Brydehaven, il avait eu beaucoup de peine à s'empêcher de l'interrompre. Sous ce dernier coup, il ne fut plus maître de lui-même. D'une voix éclatante, et qui retentit dans toute la salle d'audience, il protesta contre la violation qu'on allait commettre de ses secrets les plus sacrés et des secrets les plus sacrés de sa femme. « Tuez-moi, tout innocent que je suis !» s'écria-t-il. « Mais épargnez-moi cela !» L'effet que produisit cette terrible explosion sur tout l'auditoire fut, dit le compte-rendu, indescriptible. Quelques femmes eurent des attaques de nerfs. Les juges intervinrent, mais sans résultat. Le calme fut cependant rétabli par l'avocat de l'accusé, qui réussit à le faire entrer en lui-même, et qui, s'adressant alors au juge,
réclama leur indulgence pour son malheureux client dans les termes les plus touchants et les plus éloquents. Son discours, chef-d'œuvre d'improvisation oratoire, se termina par une protestation modérée dans les termes, bien que fortement motivée contre la lecture des papiers trouvés à Greenwich. Les 3 juges se retirèrent dans la chambre des délibérations pour résoudre la question de droit qui leur était soumise, et la séance fut suspendue pendant plus d'une demi-heure. Comme il arrive d'habitude en pareil cas, l'émotion qui s'était manifestée dans la cour se communiqua à la foule qui stationnait dans la rue. L'opinion générale, dans cette foule, excitée, comme on le supposa, par un des clercs ou par quelque autre individu d'un rang inférieur, attaché à la magistrature, était décidément contraire au prévenu et ne voulait pas admettre qu'il pût échapper à une condamnation à mort. « Si les lettres et le journal sont lus, disait le brutal orateur de la foule, les lettres et le journal conduiront l'accusé à la potence. » Les juges rentrèrent enfin dans la salle d'audience. Ils avaient décidé, à la majorité de 2 voix contre 1, qu'il était licite de produire devant la cour les documents en question. Chacun des juges, à son tour, fit connaître les motifs de son opinion. Cet incident vidé, le procès reprit son cours. On commença à lire les extraits des lettres et du journal saisis à Greenwich. Les premières lettres produites furent celles que l'on avait trouvées dans le bureau de bois des Indes de la chambre à coucher de madame Eustache Macallan. C'étaient des lettres d'amis avec lesquels la défunte était en correspondance. 3 extraits de lettres écrites par 3 personnes différentes furent choisis pour être lus à la cour. Premier extrait. « Il ne m'est pas possible, ma chère Sarah, de vous exprimer à quel point votre dernière lettre m'a désolée. Pardonnez-moi ma franchise, je vous en prie, mais je crois que, sans le vouloir et par un effet de votre extrême sensibilité, vous exagérez ou dénaturez le caractère de l'indifférence que votre mari semble vous montrer. Je ne puis rien dire des singularités de son caractère, ne le connaissant pas assez pour savoir en quoi exactement elles consistent. Mais je suis, ma chère, plus âgée que vous, et j'ai une bien plus longue expérience de ce qu'on peut appeler les hauts et les bas de la vie de ménage. Laissez-moi vous faire part des observations que cette expérience me suggère. Les jeunes femmes mariées, dont le dévouement à leur mari est comme le vôtre, sans réserve, sont sujettes à commettre une très sérieuse erreur. Règle générale, elles attendent beaucoup trop de leur mari. Les hommes, ma pauvre Sarah, ne sont pas comme nous. Leur amour, alors même qu'il est sincère, n'a rien de notre amour à nous. Il n'en a pas la durée. Il n'est pas, comme pour nous, l'unique espérance, l'unique pensée de leur vie. Aussi devons-nous, même lorsque nous les respectons et que nous les aimons de tout notre cœur, tenir compte de cette différence entre la nature de l'homme et celle de la femme. Ne croyez pas que je veuille le moins du monde excuser la froideur de votre mari. Il a 1000 fois tort, bien évidemment, de ne pas vous regarder quand il vous parle et de ne jamais tenir compte des efforts que vous faites pour lui plaire. C'est plus qu'un tort de sa part, j'en conviens avec vous, c'est une cruauté que de ne jamais vous rendre vos caresses. Mais, ma chère, êtes-vous bien sûre qu'il ait l'intention d'être froid et cruel ? Sa conduite ne peut-elle pas être l'effet de peine et d'inquiétude qui pèsent sur son esprit et que, peut-être, vous ne pouvez partager ? Considérez sa conduite sous ce nouveau jour, et vous comprendrez bien des choses qui, maintenant, vous inquiètent et vous désolent. Soyez patiente avec lui, cher enfant. Ne le fatiguez pas de vos plaintes et ne lui offrez pas vos caresses quand vous le voyez préoccupé ou irrité. Le conseil que je vous donne est difficile à suivre quand on aime ardemment son mari comme vous le faites. Mais soyez-en certaine, le secret du bonheur pour nous autres, femmes, se trouve, trop souvent hélas, dans la pratique de cette retenue et de cette résignation que votre ami vous recommande aujourd'hui. Pensez, ma très chère, à ce que je viens de vous dire, et donnez-moi bientôt de vos nouvelles. Second extrait. Comment pouvez-vous être assez folle, Sarah ?
pour prodiguer votre amour à l'insensible brute que vous avez le malheur d'avoir pour époux? Il est vrai que je ne suis pas mariée encore, et c'est peut-être pour cela que je suis si étonnée de votre façon d'agir. Mais un jour ou l'autre, je me marierai, et si jamais mon mari se comporte envers moi comme M. Macallan se comporte envers vous, il peut être tranquille. Je ne tarderai guère à demander le divorce. Je vous déclare sincèrement que j'aimerais mieux être battue, oui, battue, comme le sont quelquefois les femmes du peuple, que d'être traitée avec la froideur et l'indifférence polie dont vous me faites la description. Je frémis d'indignation rien que d'y penser. Ce doit être absolument insupportable. Ne le souffrez donc pas plus longtemps, ma pauvre chérie. Quittez-le et venez vous réfugier près de moi. Mon frère est avocat, comme vous savez. Je lui ai lu quelques passages de votre lettre, et il est d'avis que vous pourriez obtenir ce qu'il appelle une séparation judiciaire. Venez donc, venez le consulter. 3e extrait. Vous savez, ma chère madame Macallan, si j'ai sujet de connaître les hommes. Aussi, votre lettre ne m'a-t-elle point surprise. La conduite de votre mari ne s'explique que d'une façon. Il est amoureux d'une autre femme. Vous avez dans l'ombre une rivale à qui il prodigue tout ce qu'il vous refuse. J'ai passé par là, et je sais à quoi m'en tenir. Ne vous laissez pas aller au désespoir. Donnez pour but à votre vie de dénicher cette créature. Peut-être y en a-t-il plusieurs. Peu importe. Qu'il y en ait une ou plusieurs, si seulement vous pouvez arriver à les découvrir, il vous sera facile de lui rendre la vie aussi insupportable qu'il vous la rend à vous. Si vous croyez que ma grande expérience puisse vous être de quelque utilité, dites un mot et j'accours la mettre à votre service. À partir du 4 du mois prochain, je suis libre, et rien ne me serait plus facile que de venir et de rester avec vous à Greenwich. Ainsi finissaient ces lettres d'amis, et il faut avouer que la dernière était abominable. Quant à la première, elle fit sur la cour une vive impression. Évidemment, cette lettre avait été écrite par une personne aussi distinguée que sensée. En somme, le sentiment général fut que les 3 lettres, quelque diverses qu'elles fussent de ton et de caractère, amenaient forcément la même conclusion. Il paraissait certain que la position de madame Macallan à Greenwich, son récit une fois admis comme digne de foi, était celle d'une femme délaissée et malheureuse. On produisit alors la correspondance de l'accusé, trouvée avec son journal dans le tiroir fermé de sa table. Les lettres, une seule exceptée, étaient des lettres d'hommes. Bien que le ton en fût, par comparaison avec les 2 dernières lettres de femmes, d'une modération extrême, la conséquence que l'on en pouvait tirer était la même. La vie du mari, à Greenwich, ne paraissait pas avoir été moins intolérable que celle de la femme. L'un des amis du prisonnier, par exemple, lui écrivait pour l'inviter à faire en yacht un voyage autour du monde. Un autre lui suggérait une absence de 6 mois à passer loin de sa femme, sur le continent. Un 3e lui conseillait la chasse et la pêche. Bref, le but indiqué par tous les correspondants était une séparation plus ou moins longue, plus ou moins complète, entre les époux. La dernière lettre qui fut lue était écrite d'une main féminine et signée seulement d'un petit nom de femme. « Ah, mon pauvre Eustache, disait cette lettre, quelle destinée cruelle que la nôtre! Quand je pense à votre existence sacrifiée à cette malheureuse, mon cœur saigne pour vous. Si nous avions été mari et femme, si j'eusse pu avoir l'inexprimable bonheur d'aimer, d'adorer l'homme le meilleur, le plus charmant qui soit, dans quel paradis nous aurions vécu! Mais les regrets sont vains. Nous sommes séparés dans cette vie, enchaînés tous deux par des liens que nous pouvons déplorer, mais que nous devons respecter. Mon Eustache, il y a heureusement un monde par-delà celui-ci. Là, nos âmes pourront s'élever l'une vers l'autre et se confondre dans un embrassement céleste, dans une ivresse qui, sur la terre, nous est interdite. La douleur que me dépeint votre lettre. Oh, pourquoi l'avez-vous épousée? M'arrache l'aveu de mes sentiments. Cet aveu, qu'il vous console,
mais qu'il reste ignoré de tous, excepté de vous. Brûlez mon imprudente lettre, et tournez vos regards, comme je le fais, vers la vie meilleure que vous pourrez un jour partager avec votre Hélène. La lecture de cette scandaleuse lettre provoqua une question de la part d'un des magistrats. Il désirait savoir si la lettre était datée ou si elle portait quelque trace du lieu de provenance. Le procureur général répondit que la lettre n'offrait aucune indication de ce genre, que l'enveloppe prouvait seulement que la lettre avait été mise à la poste de Londres. « Nous allons lire, continua-t-il, quelques passages du journal tenu par l'accusé. Le nom dont est signée la lettre, que l'on vient de lire, s'y retrouve à plusieurs reprises, et peut-être arriverons-nous, avant la fin du procès, à constater l'identité de la personne de qui émane cette lettre. » Alors commença la lecture des passages en question. Le premier extrait, qui parut bien compromettant et bien grave, se rapportait à une époque antérieure d'1 an environ à la date de la mort de madame Macallan. Il était ainsi conçu. « Je suis accablé, atterré par la nouvelle que je viens de recevoir. Le mari d'Hélène est mort subitement, il y a 2 jours, d'une maladie de cœur. Elle est libre. Mon Hélène bien-aimée est libre. Et moi, je suis enchaîné à une femme avec laquelle je n'ai pas un seul sentiment commun. Hélène est perdue pour moi, et par ma propre faute. Ah, je comprends maintenant, comme je ne l'ai jamais compris, l'irrésistible entraînement de certaines tentations, et la facilité avec laquelle on peut, en certains cas, se laisser aller au crime. Fermons, au moins pour cette nuit, ces pages dont la lecture me rend fou. N'écrivons pas, ne pensons pas, tâchons d'oublier. » L'extrait suivant du journal de l'accusé, postérieur de quelques jours au premier, disait « De toutes les folies qu'un homme peut commettre, la plus grande est de se laisser aller à son entraînement, et c'est ainsi que j'ai épousé la malheureuse qui est aujourd'hui ma femme. Hélène me semblait alors perdue pour toujours, du moins je le supposais. Elle venait d'épouser celui auquel elle s'était témérairement engagée, avant que nous nous fussions rencontrés. Il était plus jeune que moi et, selon toute apparence, plus fort et mieux portant. Aussi loin que je puisse voir, mon sort dans cette vie était irrévocablement décidé. Hélène m'avait écrit la lettre d'adieu par laquelle, pour toujours, elle prenait congé de moi dans ce monde. Il n'y avait plus pour moi ni avenir, ni espérance, ni sainte aspiration. Un généreux effort, un dévouement chevaleresque était ma dernière ressource, la seule chose qui pût me rattacher à la vie. Avec une sorte de fatalité, les circonstances vinrent d'elles-mêmes s'adapter à cette idée. La pauvre femme qui s'était attachée à moi, Dieu sait si elle avait reçu de ma part le moindre encouragement, venait de mettre imprudemment sa réputation à la merci du monde. Il dépendait de moi de réduire au silence les langues venimeuses qui s'acharnaient sur elle. Hélène perdue, mon bonheur détruit, toutes les femmes m'étaient également indifférentes. Un acte généreux de ma part pouvait être le salut de cette femme. Pourquoi ne pas l'accomplir ? Je l'ai épousée. Je l'ai épousée exactement comme je me serais jeté à l'eau pour la sauver, si elle eût été en danger de se noyer, comme je me serais précipité entre elle et un homme qui l'eût maltraitée dans la rue. Et maintenant, celle pour qui j'ai fait ce sacrifice insensé s'interpose entre moi et mon Hélène. Mon Hélène, libre aujourd'hui de prodiguer les trésors de son amour à l'homme qui adore jusqu'à la terre qu'elle touche de son pied. Oh, fou que je suis! Pourquoi, au lieu de tracer ces lignes, ne pas me briser la tête contre la muraille? Mon fusil est là, dans ce coin. Je n'ai qu'à attacher un bout de ficelle à la détente et à me mettre le canon dans la bouche. Mais non, ma mère vit, et tant qu'elle vivra, l'existence qu'elle m'a donnée lui appartient. Je n'ai pas le droit d'en disposer. Je dois souffrir et me soumettre. Oh, Hélène, Hélène! Le 3e passage, choisi parmi beaucoup d'autres semblables, avait été écrit environ 2 mois avant la mort de la femme de l'accusé. Encore des reproches. Toujours des reproches.
Vit-on jamais une femme se plaindre ainsi? L'air même qu'elle respire est plein de mécontentement et de mauvaise humeur. Mes nouveaux crimes sont au nombre de 2. Je ne lui demande plus jamais de me faire de la musique. Et, quand elle met une robe neuve expressément pour me plaire, je ne le remarque pas. Mais, Dieu du ciel, tout l'effort de ma vie est de ne remarquer ni elle, ni rien de ce qu'elle fait ou dit. Comment pourrais-je rester calme si je n'évitais autant que possible tout tête-à-tête avec elle? Et je reste calme pourtant. Je ne m'emporte jamais contre elle. Je ne lui parle jamais un langage offensant. Elle a, en effet, doublement droit à mon indulgence. Elle est femme, et la loi a fait d'elle ma femme. Je n'oublie rien de tout cela. Mais je suis homme après tout, et moins je la vois, hormis en présence des visiteurs, plus je suis sûr de ne pas perdre le sang-froid dont j'ai besoin. Qu'est-ce donc qui me la rend si absolument désagréable? Elle n'est pas belle. Mais j'en ai vu de plus laides, dont, cependant, j'aurais souffert les baisers sans éprouver le sentiment d'irrésistible répugnance qui s'empare de moi quand je suis obligé de me soumettre à ses caresses. Je lui cache ce sentiment, car elle m'aime, la pauvre créature, et j'ai vraiment pitié d'elle. Je voudrais pouvoir faire davantage, je voudrais pouvoir payer sa tendresse de quelque retour, mais non, je ne puis qu'avoir pitié d'elle. Si elle voulait se contenter de vivre avec moi sur le pied de l'amitié et ne jamais exiger de démonstration de tendresse, cela pourrait encore aller. Mais la malheureuse veut que je l'aime d'amour. Oh, mon Hélène, je n'ai point d'amour à lui donner. Mon amour est à vous. La nuit dernière, j'ai rêvé que cette infortunée femme que la loi attache à mon sort était morte. Le rêve avait à ce point les apparences de la réalité que je sautai à bas du lit, courus à sa chambre, entr'ouvris la porte et écoutai. Le bruit de sa respiration calme et paisible était distinctement perceptible dans le silence de la nuit. Elle dormait d'un profond sommeil. Je suis rentré chez moi, j'ai allumé une bougie et je me suis mis à lire. Hélène était l'objet de toutes mes pensées. Et à grand-peine, je ramenai mon attention sur le livre que je m'efforçais de lire. Mais tout valait mieux que de me recoucher et de rêver peut-être une seconde fois que, moi aussi, j'étais libre. Quelle vie que la mienne! Quelle vie que celle de ma femme! Vraiment, si la maison prenait feu, je me demande si je ferais un effort quelconque pour me sauver ou pour la sauver elle-même. Les 2 derniers extraits dont on donna lecture se rapportaient à des dates plus récentes encore. Un rayon de lumière vient d'éclairer soudain ma triste existence. Hélène n'est plus condamnée à la réclusion du veuvage. Il s'est écoulé assez de temps depuis la mort de son mari pour qu'elle puisse reparaître dans le monde. Elle est dans le pays, en visite chez des amis, et comme nous sommes cousins, il est clair aux yeux de tous qu'elle ne peut quitter l'Écosse sans venir passer quelques jours chez moi. Elle m'écrit que, ne fût-ce que par respect pour les convenances, il lui est impossible de ne pas faire cette visite, quelque embarrassante qu'elle puisse être, d'ailleurs pour nous en particulier. Bénies soient les convenances. Je verrai donc cet ange dans mon purgatoire, et cela parce que la soirée de Mid-Lothian trouverait étrange que ma cousine en visite dans nos environs ne vint pas jusque chez moi. Mais que de précautions nous aurons à prendre. C'est comme une sœur que je viens vous voir, me dit Hélène, et c'est comme un frère qu'il vous faut me recevoir, ou il ne faut point me recevoir du tout. J'écrirai à votre femme pour convenir du jour de ma visite. Je n'oublierai pas, et n'oubliez pas vous-même, que ce n'est que sur la permission de votre femme que je viens chez vous. Oh, pourvu que je la voie, que m'importent les conditions auxquelles il faudra me soumettre pour obtenir cet ineffable bonheur. Enfin, l'on arriva au dernier extrait. En voici la teneur. Encore un contretemps. Ma femme vient de tomber malade, juste au moment fixé pour la visite d'Hélène à Greenwich. Un fort refroidissement l'oblige à garder le lit. Il est vrai qu'en cette occasion, je suis heureux de le dire, elle s'est conduite de la façon la plus aimable du monde.
Elle a écrit à Hélène pour lui dire que son indisposition n'était pas assez sérieuse pour qu'on dût rien changer à nos arrangements. Et elle a insisté tout particulièrement auprès d'elle pour que sa visite ne fût point ajournée. C'est, il faut le reconnaître, un grand sacrifice que me fait ma femme, jalouse comme elle l'est, de toute femme qui ne touche pas à la quarantaine. Elle est naturellement jalouse d'Hélène. Et cependant, elle se contient et me montre la plus entière confiance. Je dois lui témoigner ma reconnaissance pour ce qu'elle fait aujourd'hui. Et je ne manquerai pas à ce devoir. À partir de ce jour, je suis résolue à lui montrer plus d'affection. Ce matin même, je l'ai embrassée tendrement, et j'espère, pauvre âme, qu'elle n'a pas deviné l'effort que cela me coûtait. Là s'arrêtaient les extraits du journal de mon mari. Les quelques pages contenant ces extraits furent pour moi les plus douloureuses de tout le compte-rendu. Il y avait, çà et là, des expressions qui non seulement me torturaient, mais qui ébranlaient la haute estime où j'avais placé Eustache dans mon esprit. J'aurais donné tout ce que je possédais au monde pour que certaines lignes de ce journal eussent pu être effacées. Chacune de ces expressions de tendresse passionnée, qui s'adressaient à madame Boly, me frappait comme une flèche empoisonnée. Elle me rappelait les brûlantes paroles qu'au temps où il me faisait la cour, il avait murmurées à mon oreille. Je n'avais aucune raison de douter qu'il m'eût tendrement, sincèrement aimé. Mais je me posais cette question. Avait-il tout aussi tendrement et sincèrement aimé madame Boly avant moi? Laquelle de nous deux, en un mot, avait eu son premier amour? Maintes et maintes fois, il m'avait déclaré que, jusqu'au jour où nous nous étions rencontrés, il s'était trompé souvent sur la nature du sentiment qu'il avait pris pour de l'amour. Ce souvenir me revint. J'avais cru alors à sa parole, je résolus d'y croire encore, et j'y crus. Mais je fus prise, pour madame Boly, d'une haine terrible. L'impression produite sur la cour par la lecture des lettres et du journal avait été si pénible qu'il semblait impossible que le sentiment de défaveur qui en rejaillit sur le prisonnier pût s'accroître. Il s'accrut cependant par le dernier témoignage qu'appela l'accusation. William Enzie, aide-jardinier à Greenwich, fit, sous la foi du serment, la déposition suivante. Le 20 octobre, à 11 heures du matin, j'allais travailler dans le bosquet qui touche au jardin appelé le jardin hollandais. Dans ce jardin se trouve un cabinet de verdure qui tourne le dos au bosquet. La journée était, pour l'époque de l'année, extrêmement belle et même chaude. J'avais, pour aller à mon ouvrage, à passer derrière ce cabinet de verdure. En passant, j'entendis des voix, une voix d'homme et une voix de femme. Celle de la femme m'était inconnue. Celle de l'homme, je ne pouvais m'y tromper, était la voix de mon maître. Le terrain du bosquet est mou, et ma curiosité étant excitée, je m'approchai sans bruit du cabinet, et j'écoutais. Les premiers mots que je pus distinguer furent prononcés par mon maître. Il disait « Si j'avais pu prévoir que vous seriez libre un jour, quel homme heureux j'aurais pu être !» La dame répondit « Taisez-vous, vous ne devez point parler ainsi. » Mon maître reprit « Il faut bien que je vous dise ce que j'ai dans l'esprit. La pensée qui hante et torture mon esprit, c'est que je vous ai perdu. » Là, il s'arrêta un instant, et puis, soudainement, il dit « Accordez-moi une grâce, mon ange. Promettez-moi de ne pas vous remarier. » La dame alors demanda sur un ton assez vif. « Que voulez-vous dire ?»« Je ne souhaite aucun mal, » reprit mon maître, « à la malheureuse femme qui est le fardeau de ma vie. Mais supposez. »« Il n'y a rien à supposer, » dit la dame. « Rentrons à la maison. » Elle sortit la première du cabinet, et, une fois dans le jardin, se retournant, elle fit signe à mon maître de la suivre. Dans cette position, je pus très bien voir sa figure, et je reconnus en elle la jeune veuve qui était en visite à la maison. Dès son arrivée, elle m'avait été désignée, par le jardinier en chef,
comme une personne à laquelle je ne devrais rien dire si je la trouvais accueillir des fleurs. Il faut vous faire savoir qu'à certains jours de la semaine, les jardins de Gleninch étaient ouverts aux touristes, et naturellement nous faisions, pour ce qui était des fleurs, une différence entre les étrangers et les hôtes de la maison. Je suis absolument certain que la dame qui parlait ce jour-là avec mon maître était madame Boly. C'était une personne fort avenante, et il était impossible de la prendre pour une autre, ou une autre pour elle. Elle et mon maître s'en allèrent vers la maison, et je n'entendis pas la suite de leur conversation. Ce témoin fut, de part et d'autre, soumis à un sévère contre-examen. La défense mit en doute l'exactitude de ses souvenirs concernant la conversation dans le cabinet de verdure et son aptitude à reconnaître les gens. Sur certains points, peu importants, il se laissa ébranler. Mais il maintint, avec une fermeté invincible, que les dernières paroles rapportées par lui étaient bien celles qui avaient été échangées entre son maître et madame Boly, et il décrivit toute la personne de la dame en termes qui ne permettaient pas de douter qu'il n'eût parfaitement constaté son identité. Ainsi se termina l'audition des témoignages relatifs à la troisième question, celle de savoir quel avait pu être le mobile de l'accusé pour empoisonner sa femme. L'accusation avait rempli sa tâche, et les plus fermes amis de l'accusé étaient forcés de reconnaître que tout, jusque-là, tendait à établir, de la façon la plus concluante et la plus claire, sa culpabilité. Lui-même semblait partager ce sentiment, car lorsqu'il se retira à la fin du 3e jour du procès, il était tellement abattu et à bout de force qu'il fut obligé de s'appuyer sur le bras du gouverneur de la prison. Chapitre 19. Les témoins à décharge. L'immense intérêt qu'excitait ce procès s'accrut encore prodigieusement le 4e jour. C'était maintenant le tour des témoins appelés par la défense. Au premier rang parmi eux se trouvait la mère du prévenu. Appelée la première, elle jeta, en levant son voile pour prêter serment, un regard maternel sur son fils, qui aussitôt fondit en larmes. À cet instant, la sympathie que tout le monde éprouva pour la mère commença enfin à s'étendre un peu jusqu'à son malheureux fils. À toutes les questions qui lui furent posées, madame Macallan mère répondit avec un calme et une dignité admirables. Interrogée sur certaines causeries intimes qu'elle avait eues avec sa bru, elle déclara que madame Eustache Macallan était, pour tout ce qui tenait à l'extérieur de sa personnalité, d'une sensibilité maladive. Passionnément attachée à son mari, le grand souci de sa vie était de se rendre à ses yeux aussi attrayante que possible. Les imperfections de sa personne, et particulièrement de son teint, étaient pour elle le sujet des plus amers regrets. Maintes et maintes fois, le témoin lui avait entendu dire qu'il n'y avait pas de risque qu'elle ne fût prête à courir, pas de souffrance qu'elle ne fût prête à endurer pour embellir ce teint qui faisait son malheur. Les hommes, avait-elle coutume de dire, se laissent tous prendre aux charmes extérieurs. Et peut-être, sans ce malheureux teint, mon mari m'aimerait-il davantage ? À la question de savoir si les extraits du journal de son fils pouvaient être regardés comme des témoignages dignes de foi, ou, en d'autres termes, s'ils représentaient exactement les particularités de son caractère et ses vrais sentiments envers sa femme, madame Macallan répondit par la dénégation la plus claire et la plus formelle. « Ces extraits du journal de mon fils, dit-elle, sont une diffamation de son caractère, et ne croyez pas que, pour être écrits de sa main, ils en soient moins une diffamation. Forte de mon expérience maternelle, je suis sûre qu'il a dû écrire les passages qui ont été produits dans des moments d'abattement et de désespoir où il n'était plus maître de sa pensée. Quel homme juste voudrait juger à la hâte quelqu'un sur les paroles imprudentes qui peuvent lui échapper dans ses heures de chagrin et d'amertume ? Eh bien,
parce qu'il se trouve qu'au lieu de les prononcer, ces paroles imprudentes, mon fils les a écrites? Doit-il être jugé ainsi? Sa propre plume a été, dans ce cas, son plus mortel ennemi. Elle l'a présenté sous le jour le plus défavorable. Que mon fils n'ait pas été heureux en ménage, je le reconnais. Mais je dis en même temps qu'il a été plein d'égards pour sa femme. L'un et l'autre avaient en moi une confiance absolue, et j'ai eu toutes les occasions possibles de les voir dans ces moments où l'on ne cache rien. Eh bien, je déclare, en dépit de tout ce qu'elle paraît avoir écrit à ses amies ou correspondantes, que jamais mon fils n'a donné à sa femme une cause sérieuse d'affirmer qu'il la traitait avec dédain ou cruauté. Ces mots, dits d'une voix nette et ferme, produisirent une vive sensation. Le procureur général, comprenant le peu de chance de succès qu'aurait toute tentative faite par lui pour affaiblir cette impression, se borna, dans son contre-interrogatoire, à 2 questions significatives. « En vous parlant des imperfections de son teint, dit-il à madame Macallan, votre bru a-t-elle fait quelque allusion à l'emploi de l'arsenic pour y remédier ?» La réponse à cette question fut « non ». Le procureur général continua. « Et vous-même, dans ces conversations intimes dont vous nous avez entretenus, avez-vous jamais recommandé l'arsenic? En avez-vous jamais parlé ?»« Jamais. » Le procureur général déclara qu'il n'avait pas d'autres questions à faire aux témoins, et madame Macallan mère se retira. Un nouvel intérêt fut excité par l'apparition du témoin suivant, qui n'était rien moins que madame Boly elle-même. Le compte-rendu la représente comme une personne remarquablement attrayante, de manière modeste et distinguée, et montrant par toute sa tenue qu'elle sentait vivement la position pénible qui lui était faite. La première partie de son témoignage ne fut guère qu'une récapitulation de ce qu'avait dit la mère du prévenu, avec cette différence, toutefois, que madame Boly avait été positivement questionnée par la défunte sur l'emploi des cosmétiques qui peuvent servir à embellir le teint. Madame Eustache Macallan, après l'avoir complimentée sur la beauté de son teint, lui avait demandé ce qu'elle faisait pour conserver tant d'éclat et de fraîcheur. Comme elle ne faisait rien du tout pour cela et ignorait complètement l'usage des cosmétiques, madame Boly avait été offensée de cette question et il en était résulté une froideur passagère entre ces 2 dames. Quant à ses relations avec l'accusé, madame Boly nia avec indignation que M. Macallan eût jamais donné à la défunte le moindre sujet de jalousie. Il était absolument impossible qu'après avoir rendu visite aux voisins de son cousin, elle quittât l'Écosse sans aller chez lui. Une telle conduite, outre qu'elle eût été un acte d'impolitesse inqualifiable, n'eût pas manqué d'exciter l'attention. Elle ne nia point que M. Macallan se fût montré épris d'elle dans le temps où ni l'un ni l'autre n'étaient mariés. Mais du jour où elle eut épousé un autre homme et où il eut épousé une autre femme, il ne s'était permis ni l'un ni l'autre de donner cours à de tels sentiments. Leur relation, à partir de cette époque, avait été aussi innocente que celle d'un frère et d'une sœur. M. Macallan était un galant homme. Il savait quels étaient ses devoirs envers sa femme et quels étaient ses devoirs envers madame Boly. Jamais elle n'aurait mis le pied chez lui si, par expérience, elle n'en avait été certaine. Quant au témoignage de l'aide jardinier, pour ne pas être une pure invention, il n'en valait guère mieux. La plus grande partie de la conversation, qu'il disait avoir surprise, n'avait jamais eu lieu, et le peu qu'il y avait de vrai dans ce qu'il rapportait avait été dit en plaisantant. Elle-même avait immédiatement arrêté cette plaisanterie, comme le témoin d'ailleurs le déclarait. En somme, M. Macallan avait toujours été, dans sa conduite envers sa femme, plein d'égards et de bonté. Constamment, il s'occupait de trouver des moyens d'alléger les souffrances que lui causait l'affection rhumatismale qui la forçait à garder le lit. Ce n'était pas une fois, mais 1000, qu'il avait parlé à madame Boly de sa femme dans les termes de la plus vraie sympathie. Lorsque la veille de sa mort, madame Macallan avait ordonné à son mari et à madame Boly de quitter sa chambre, M. Macallan s'était contenté de faire cette réflexion. Nous devons patienter avec sa jalousie. Qu'il nous suffise de savoir que nous ne la méritons pas. Et c'est ainsi que, du premier jour jusqu'au dernier,
M. Macallan, avec une patience admirable, s'était soumis à l'humeur jalouse de sa femme. L'intérêt principal de l'interrogatoire de Madame Boly se concentrait dans une question qui ne lui fut posée qu'en dernier lieu. Après lui avoir rappelé qu'elle avait, en prêtant serment, déclaré s'appeler Hélène Boly, le procureur général lui dit « Une lettre adressée au prévenu et signée Hélène a été lue à la cour. Examinez-la, s'il vous plaît, et dites si, oui ou non, cette lettre est de vous. » Avant que le témoin eût pu répondre, l'avocat de l'accusé s'opposa à ce qu'une telle question fût faite au témoin. La cour fit droit à ses conclusions et ne permit pas au procureur général d'insister sur cette question. Madame Boly se retira. Elle n'avait pu complètement réprimer son émotion lorsqu'on avait parlé de cette lettre et qu'on la lui avait mise entre les mains. Cette émotion avait naturellement donné lieu, dans l'auditoire, à des commentaires très divers. Mais, en somme, le témoignage de Madame Boly avait tendu à confirmer l'impression que le témoignage de la mère avait produite en faveur de l'accusé. Les 2 témoins entendus, après Madame Boly, furent 2 dames, toutes les 2 amies de pension de Madame Eustache Macallan. Un vif intérêt s'attacha tout aussitôt à leur déposition. En effet, elles apportaient aux moyens présentés par la défense le poids et la consistance qui lui manquaient jusque-là. La première de ces dames déclara que dans ses conversations avec Madame Eustache Macallan, elle avait mentionné l'arsenic comme moyen d'embellir le teint. Cette dame ajouta qu'elle n'en avait jamais fait usage elle-même, mais elle avait lu quelque part que, parmi les paysans styriens, c'était une coutume assez générale de prendre de l'arsenic pour s'éclaircir le teint et lui donner les apparences de la fraîcheur et de la bonne santé. Elle déposa sous serment qu'elle avait fait part de ce résultat de ses lectures à la défunte, exactement comme elle venait de le raconter à la cour. La seconde de ces dames, présente à la conversation sus-mentionnée, en confirma tous les détails. Elle ajouta qu'elle s'était procuré, à la prière de Madame Eustache Macallan, le livre où il était question de cette coutume des paysans styriens, et qu'elle avait elle-même envoyé ce livre, par la poste, à Madame Eustache Macallan à Glenitch. Il n'y avait qu'un point faible dans ces témoignages assez concluants. L'accusation le découvrit. À chacune de ces dames, le procureur général demanda si jamais Madame Eustache Macallan leur avait exprimé, directement, l'intention de se procurer de l'arsenic et d'en faire usage pour s'éclaircir le teint. La réponse des 2 témoins à cette question souverainement importante fut « non ». Madame Eustache Macallan avait entendu parler du remède et avait reçu le livre, mais de ses intentions ultérieures, elle n'avait pas soufflé mot. Au contraire, elle avait prié ses amis de considérer la conversation comme absolument confidentielle, et il n'en avait plus été question. Il n'était pas nécessaire d'avoir l'œil expérimenté d'un homme de loi pour découvrir le fatal défaut qui venait de se révéler dans l'ensemble des témoignages entendus jusque-là à la requête de la défense. Tout le monde comprenait que, pour que l'accusé eût quelque chance d'être honorablement acquitté, il fallait qu'il fût prouvé que sa femme avait eu du poison en sa possession, ou du moins qu'elle avait exprimé son intention expresse de s'en procurer. Dans l'un ou l'autre cas, l'accusé se fut appuyé sur un témoignage, indirect sans doute, mais auquel tout esprit honnête et sensé eût pu ajouter foi. Ce témoignage allait-il se produire ? La défense était-elle ou n'était-elle pas encore à bout de ressources ? La foule qui remplissait la salle attendait, respirant à peine, le témoin qui allait venir. La rumeur circula, parmi les personnes bien renseignées, que la cour allait maintenant voir et entendre le vieil ami du prisonnier, dont le nom avait été déjà mentionné au cours du procès. Après une courte attente, il se fit soudain dans l'auditoire un mouvement accompagné d'exclamations de curiosité et de surprise promptement étouffées. Au même instant, l'huissier appela le témoin suivant par le nom extraordinaire de Miserimus Dexter. Chapitre 20. La fin du procès.
L'appel de ce nouveau témoin provoqua dans l'auditoire un éclat de rire, dû en partie sans doute à l'étrange nom qui venait d'être prononcé et en partie aussi à l'empressement instinctif avec lequel toutes les assemblées nombreuses, quand leur intérêt est douloureusement excité, saisissent, par besoin de détente, la première occasion de rire qui s'offre à elles. Une sévère admonestation du président, qui menaça de faire évacuer la salle, si de telles manifestations se renouvelaient, rétablit promptement l'ordre. Au milieu du profond silence qui suivit cet avertissement, le nouveau témoin fit son entrée. Glissant sur une chaise roulante à laquelle il donnait lui-même le mouvement et la direction, parut alors aux yeux de l'assemblée, à travers le passage qui lui fut ouvert dans la foule, un être bizarre, étonnant, une moitié d'homme pour tout dire. Une couverture que l'on avait eu la précaution de jeter sur la chaise mécanique, étant tombée, on put voir que la tête, les bras et le tronc de ce pauvre être humain étaient absolument privés des membres inférieurs. Ce qui rendait cette difformité plus frappante et plus terrible encore, c'est que le visage et le buste du malheureux étaient extraordinairement beaux et admirablement proportionnés. Ses longs cheveux châtains tombaient, soyeux et brillants, sur des épaules qui étaient la perfection de la force et de la grâce. Son visage brillait de vivacité et d'intelligence. Ses grands yeux bleus, ses mains blanches et effilées semblaient être plutôt les mains et les yeux d'une jolie femme. N'eussent été les proportions masculines de son cou et de sa poitrine, sur laquelle tombaient les flots de sa barbe soyeuse, d'un châtain plus clair que celui des cheveux, on aurait pu tout aussi bien le prendre pour une femme que pour un homme. Jamais tête et buste, plus magnifiques, n'étaient échus à une créature, d'ailleurs, plus déshéritée. Jamais plus aveugle et plus cruelle erreur de la nature n'avait été commise que dans la formation de ce malheureux être. Après avoir prêté serment, sans quitter sa chaise, bien entendu, il redit son nom et, saluant la cour, demanda au président la permission de faire précéder sa déposition de quelques mots d'explication. « On rit, généralement, dit-il, lorsqu'on entend pour la première fois mon étrange nom de baptême. Je puis cependant certifier aux braves gens qui m'écoutent que mon nom, comme bien d'autres qui sont plus communs parmi nous, a une profonde signification. Le nom d'Alexandre, par exemple, signifie en grec « secoureur d'hommes ». Celui de David signifie, en hébreu, « bien-aimé ». Franz ou François est allemand et veut dire « libre ». Enfin, mon nom, Miserimus, est latin et signifie « très malheureux ». C'est le nom que mon père me donna, par allusion à la difformité que vous pouvez tous voir, difformité dont j'eus le malheur d'être affligé en venant au monde. Et maintenant, vous ne rirez plus de Miserimus, n'est-ce pas ? Se tournant alors vers l'avocat de l'accusé, qui se disposait à le questionner au nom de la défense. « Monsieur le doyen, reprit M. Dexter, je suis à vos ordres. Je vous demande pardon d'avoir un instant retardé le cours du procès. » Ces quelques mots avaient été prononcés avec une grâce et une tranquillité parfaites. Questionné par l'avocat, il fit la déposition qui suit, sans la moindre apparence de gêne ou d'hésitation. « J'étais venu passer quelques jours à Gleninch, où je me trouvais comme hôte de la maison, à l'époque où Madame Eustache Macallan mourut. L'accusé étant alors dans un état de prostration qui lui rendait impossible l'accomplissement de ses devoirs de maître de maison, les docteurs Jérôme et Gale me firent demander un entretien particulier. Dans cette entrevue, les deux docteurs me remplirent d'étonnement et d'horreur en me déclarant que Madame Eustache Macallan était morte empoisonnée. Ils me chargèrent de communiquer cette terrible nouvelle à son mari et m'avertirent que l'autopsie du cadavre devait être faite. Si le procureur général avait vu mon ami lorsque je lui fis part du message des docteurs, je doute qu'il eût jamais eu le courage d'accuser le prisonnier du meurtre de sa femme. Selon moi, cette accusation n'était rien de moins qu'un outrage. C'est sous l'empire de ce sentiment que je m'opposais à la saisie des lettres et du journal du prévenu. Maintenant que le journal a été produit, je soutiens, avec la mère du prisonnier,
qu'il n'est pas juste de se servir de ce journal comme d'un témoignage contre lui. Un journal, pour peu qu'il contienne autre chose que de simples faits et dates, n'est que l'expression du plus faible et du plus triste côté de la nature de celui qui le tient. Ce n'est, dans 9 cas sur 10, qu'un recueil d'effusions personnelles et vaniteuses, dont l'auteur n'oserait rendre témoin aucun autre que lui-même, et qui, par conséquent, n'ont aucune valeur. Je suis le plus vieil ami de l'accusé. Eh bien, je déclare solennellement qu'avant que son journal ait été lu devant cette cour, je n'aurais jamais cru qu'il pût écrire de pareilles insanités. Lui, tuer sa femme, lui, traiter sa femme avec dédain et cruauté, j'ose dire, au nom d'une expérience de 20 ans, qu'il n'y a pas d'homme dans cette assemblée qui soit foncièrement plus incapable du crime, plus incapable de cruauté que celui que vous voyez à la barre. Mais je vais plus loin, et je doute que même un homme capable de commettre un crime ou un acte de cruauté eût pu avoir le cœur de faire du mal à la femme dont la mort prématurée est la cause de ce procès. J'ai appris ce que Christine Ormsay, la garde-malade grossière et mal disposée, a rapporté de la défunte. Je suis fondé, et cela par mon expérience personnelle, à ne pas laisser sans contradiction un seul mot de son témoignage. Madame Eustache Macallan, même en faisant la part de ses imperfections, était une des plus charmantes femmes que j'ai jamais rencontrées. Elle avait reçu la meilleure éducation, et je n'ai jamais vu chez aucune autre femme un sourire aussi doux et une telle grâce de mouvement. Aimiez-vous la musique ? Elle chantait supérieurement, et peu d'artistes de profession jouaient du piano aussi bien qu'elle. Préfériez-vous la conversation ? Je ne connais pas d'homme, ni même de femme, ce qui est bien plus fort, que sa conversation ne pût charmer. Dire qu'une telle femme a pu être d'abord cruellement négligée et puis inhumainement empoisonnée par l'homme, non, par le martyr, qui comparaît devant vous, autant vaudrait dire qu'il ne fait pas jour en plein midi, ou que le ciel n'est pas au-dessus de nos têtes. Oui, je sais que les lettres de ses amis prouvent qu'elle leur a écrit pour se plaindre amèrement de la conduite de son mari. Mais souvenez-vous de ce qu'une de ses amies, la plus raisonnable et la meilleure de beaucoup, lui répondait. Je crois que, sans le vouloir, et par un effet de votre sensibilité, vous exagérez ou dénaturez le caractère de l'indifférence que votre mari semble vous montrer. Voilà la vérité, toute la vérité. La nature de madame Eustache Macallan était cette nature imaginative et habile à se tourmenter qui caractérise les poètes. Nul amour humain ne pouvait être assez raffiné pour elle. Des vétilles auxquelles des femmes douées d'une âme moins délicate n'auraient pas fait la moindre attention étaient pour cette nature de sensitive des causes de véritables tortures. Il y a des personnes qui sont nées pour être malheureuses, et la pauvre femme était de ce nombre. Cela explique tout. Non, il y a encore un mot à dire. Il faut rappeler à l'accusation que la mort de madame Eustache Macallan devait être et a été, au point de vue de la fortune, une perte sérieuse pour son mari. Il avait, en se mariant, insisté sur l'adoption d'un régime qui assurait à sa femme la libre disposition de sa fortune personnelle, et, au cas où elle viendrait à mourir, la libre transmission de cette fortune à ses parents à elle. Les revenus de cette fortune contribuaient toutefois au magnifique entretien de la belle propriété de Gleninch. Les ressources personnelles de l'accusé, même accrues de celles de sa mère, étaient loin de pouvoir suffire aux dépenses que comporte l'existence dans un si splendide château. Parfaitement au courant de toutes ces circonstances, je puis affirmer que la mort de la femme a privé le mari des 2/3 de son revenu. Et quand tous ses intérêts pécuniaires devaient lui faire désirer que sa femme ne mourût pas, l'accusation, qui voit cependant en lui le plus vil et le plus égoïste des hommes, vient affirmer que c'est lui qui, de propos délibérés, s'est fait son meurtrier. Il est inutile de me demander si j'ai jamais rien remarqué dans la conduite de l'accusé et de madame Boly, qui pût justifier la jalousie de l'épouse. Jamais je n'ai observé attentivement madame Boly, et jamais je n'ai encouragé l'accusé à me parler d'elle. Il était grand admirateur du beau sexe, mais d'une façon générale, et, à mon avis, tout à fait innocemment. Qu'il eût pu préférer madame Boly à sa femme est pour moi inconcevable, à moins qu'il n'eût perdu la raison. Et je n'ai jamais eu le moindre motif de croire qu'il eût perdu la raison.
Quant à la question de l'arsenic, ou du moins quant à la question de savoir si madame Eustache Macallan en avait en sa possession, je puis attester un fait qui, peut-être, mérite quelque attention de la part de la cour. J'étais présent, dans le cabinet du procureur général, à l'examen des papiers et autres objets découverts à Gleninch. Le nécessaire de toilette de la défunte me fut montré, après que le procureur général lui-même l'eut officiellement examiné. Le sens du toucher se trouve être chez moi extraordinairement développé. En maniant le couvercle de ce nécessaire, je sentis, à l'intérieur, quelque chose qui m'amena à en examiner la construction avec le plus grand soin. Le résultat de cet examen fut la découverte d'une petite cachette dissimulée entre le bois et la doublure, cachette dans laquelle se trouvait la petite fiole que voici. Ici, l'interrogatoire du témoin fut suspendu pour donner à la cour le temps d'examiner la fiole et de la comparer avec celle qui faisait réellement partie du nécessaire. Ces dernières, faites du plus beau cristal taillé et très élégantes de forme, n'avaient pas la moindre ressemblance avec celles qui avaient été trouvées dans la petite cachette et qui, par la nature du verre, ressemblaient aux fioles communes employées par les pharmaciens. Pas une goutte de liquide, pas un atome de substance solide n'y restait. Aucune odeur ne s'en exhalait et, plus malheureusement encore pour les intérêts de la défense, aucune étiquette ne s'y était trouvée collée lorsqu'elle avait été découverte. Celui des deux pharmaciens qui avait vendu la seconde fois de l'arsenic au prévenu fut rappelé et interrogé de nouveau. Il déclara que la fiole produite était exactement pareille à celle où il avait mis l'arsenic, mais aussi à des centaines d'autres dont il se servait tous les jours. En l'absence de l'étiquette sur laquelle il avait écrit de sa main le mot « poison », il lui était impossible de reconnaître cette fiole. En vain s'était-on livré aux recherches les plus minutieuses, dans l'espérance de retrouver, soit dans le nécessaire de toilette, soit dans la chambre à coucher de la défunte, l'étiquette qui aurait pu se détacher par hasard de la mystérieuse fiole. Ces recherches n'avaient abouti à rien. Moralement, on pouvait conclure que cette fiole était bien celle qui avait contenu le poison. Légalement, on n'en avait pas la moindre preuve. Ainsi échouait le dernier effort de la défense pour retrouver en la possession de la femme une partie de l'arsenic acheté par le mari. Le livre où étaient narrées les coutumes des paysans styriens avait été trouvé parmi les livres de la défunte et produit comme pièce du procès. Mais, de ce que madame Eustache Macallan avait eu ce livre en sa possession, pouvait-on conclure qu'elle avait demandé à son mari de lui acheter de l'arsenic ? Le papier froissé et contenant encore quelques grains d'une poudre blanche avait été reconnu par le pharmacien pour avoir en effet contenu de l'arsenic. Mais qu'est-ce qui prouvait que madame Eustache Macallan eût, de sa main, placé ce paquet dans le petit meuble et l'eût vidé de son contenu ? Rien, absolument. Tout se bornait encore à des suppositions. Quant aux preuves, elles faisaient absolument défaut. La suite de l'interrogatoire de Miserrimus Dexter ne porta que sur des points de peu d'intérêt. Il se termina par une sorte de tournoi intellectuel entre lui et le procureur général, tournoi dans lequel ce dernier ne parut pas avoir l'avantage. Une seule question, et la réponse qui y fut faite, valent la peine d'être rappelée ici. Elles me parurent avoir une sérieuse importance pour l'objet en vue auquel je m'imposais la lecture de ce procès. « Je crois, monsieur Dexter, dit le procureur général, en appuyant de la façon la plus ironique sur ces paroles. Je crois que vous avez un système à vous, système d'après lequel la mort de madame Eustache Macallan n'aurait pour vous rien de mystérieux. Que j'ai mon idée sur ce point, comme sur bien d'autres, répliqua le témoin, c'est fort possible. Mais que la cour me permette de lui poser à mon tour cette question. Suis-je ici pour exposer des systèmes ou pour raconter les faits qui sont à ma connaissance ? Je pris bonne note de cette réponse. Et les idées de M. Dexter étaient évidemment celles d'un ami véritable de mon mari, et de plus celles d'un homme d'une intelligence fort au-dessus de la moyenne. Elles pouvaient être un jour pour moi d'un prix inestimable,
pourvu toutefois que je parvinsse à lui persuader de me les communiquer. Mentionnons encore, avant de quitter ce sujet, qu'à cette première note, j'en ajoutai une seconde, destinée à me rappeler une observation que je fis pour mon propre compte. Lorsque, dans sa déposition, il avait été question de madame Boly, M. Dexter avait parlé d'elle d'une façon si méprisante, je pourrais presque dire si brutale, qu'on était fondé à penser qu'il avait en particulier de fortes raisons de ne pas aimer cette dame, peut-être même de se méfier d'elle. Sur ce point encore, il pouvait être de la plus haute importance pour moi de voir M. Dexter et de tirer au clair, si c'était possible, ce que la cour, par un sentiment de délicatesse, peut-être exagéré, avait jugé convenable de ne pas éclaircir. Le dernier témoin avait été entendu. La chaise roulante, chargée de sa moitié d'hommes, reprit le chemin par lequel elle était venue et se perdit dans un des coins éloignés de la salle. Le procureur général se leva pour adresser au jury son réquisitoire. Je n'hésite pas à dire que jamais je n'ai rien lu d'aussi abominable que le plaidoyer de l'éminent organe du ministère public. Il n'eut pas honte de déclarer, en commençant, qu'il avait la ferme conviction que l'accusé était coupable. Quel droit avait-il d'affirmer quoi que ce soit de pareil? Était-ce à lui de décider la question? Je voudrais bien savoir depuis quand il est permis à un magistrat d'être tout à la fois l'accusateur et le jury. Ayant commencé par condamner de sa propre autorité l'accusé, il continua à dénaturer les plus innocentes actions de cet infortuné, de façon à les présenter sous le jour le plus faux et le plus odieux. C'est ainsi que, racontant comment Eustache s'était approché du lit de mort de sa femme et avait déposé un baiser sur le front de la pauvre morte, il dit qu'il ne l'avait fait que pour créer une impression favorable dans l'esprit du docteur et de la garde-malade. De même, s'il avait semblé succomber au chagrin que lui causait la perte de sa femme, c'était un rôle qu'il jouait, mais il triomphait en secret. Celui qui aurait pu lire dans son cœur y aurait vu une haine diabolique pour sa femme et une passion insensée pour madame Boly. Tout ce que l'accusé avait dit n'était qu'un tissu de mensonges. Tout ce qu'il avait dit n'était qu'une série d'actes marqués au coin de la perfidie et de la cruauté. Ce fut en ces termes que le principal organe du ministère public parla du malheureux qui, debout impuissant, se tenait devant lui à la barre. À la place de mon mari, si je n'eusse pu faire mieux, je lui aurais au moins jeté quelque chose à la tête. Pour moi, j'étais si outré que je déchirai les pages du compte-rendu qui contenaient le réquisitoire du procureur général. Je les foulais aux pieds avec rage et me trouvais mieux après cette exécution privée. Je dois cependant avouer que maintenant je me sens un peu honteuse de m'être ainsi vengée sur des feuilles de papier, aussi insensibles qu'innocentes des accusations qu'elles portaient. Le 5e jour du procès fut consacré à la plaidoirie du défenseur. Ah, quel contraste avec les infamies accumulées par le procureur général dans son réquisitoire, que l'éloquent, le touchant discours du doyen de la faculté parlant pour mon mari. Dès le début, l'illustre avocat frappa la note juste. « Je ne le cède à personne, dit-il en commençant, pour la pitié que m'inspire la femme. Mais je dis que, du premier jour jusqu'au dernier, le martyr, dans cette affaire, c'est le mari. Quelles que soient les douleurs que la pauvre femme ait eues en partage, que sont-elles auprès de celles que l'infortuné qui est debout à la barre a souffertes, auprès de celles qu'il souffre en ce moment. S'il n'avait été le meilleur des hommes, le plus dévoué des maris, jamais il ne se serait trouvé dans l'horrible situation qui lui est faite aujourd'hui. Un homme d'un caractère moins noble ou moins doux se serait défié des intentions de sa femme, lorsque celle-ci lui aurait demandé de lui acheter du poison, aurait percé à jour les misérables prétextes mis en avant par elle pour expliquer sa demande, et aurait sagement et fermement dit « non ». L'accusé n'est point un homme de cette espèce. Il était trop bon pour sa femme, trop inaccessible à toute mauvaise pensée sur son compte à elle, ou sur le compte de toute autre personne, pour prévoir les embarras et les dangers auxquels sa fatale condescendance pouvait l'exposer. Et quel a été le résultat? C'est qu'aujourd'hui, le voici, traîné devant une cour de justice et flétri du nom de meurtrier,
Et tout cela parce qu'il a été trop digne et trop magnanime pour permettre au moindre soupçon de s'attacher dans son esprit à la conduite de sa femme. Après avoir ainsi parlé du mari, le défenseur fut tout aussi éloquent et tout aussi irréfutable quand il vint à parler de la femme. « Le procureur général, dit-il, a demandé, avec l'accent d'amère ironie pour lequel il est renommé au barreau écossais, pourquoi nous n'avons pas jugé nécessaire de prouver que l'accusé avait remis les 2 paquets de poison à sa femme ? À cela, j'ai à répondre que nous avons prouvé, premièrement, que Madame Eustache Macallan était passionnément attachée à son mari. Secondement, qu'elle souffrait amèrement de défauts qui, croyait-elle, nuisaient aux attraits de sa personne, et en particulier du manque d'éclat de son teint. Et, troisièmement, qu'elle avait appris que l'arsenic, pris à l'intérieur, était regardé comme un remède à ce dernier défaut. Pour tous ceux qui savent quelque chose de la nature humaine, il y a là plus de preuves qu'il n'en faut. Mon savant ami supposerait-il, par hasard, que les femmes ont l'habitude de parler aux gens des artifices secrets ou des substances à l'aide desquelles elles s'efforcent de donner plus d'éclat à leurs attraits ? L'expérience qu'il a du beau sexe lui a-t-elle appris qu'une femme, dont l'ardente préoccupation est de se faire la plus belle possible aux yeux d'un homme, va aller dire à cet homme, ou à ceux qui pourraient le lui rappeler, que le charme par lequel elle espère gagner son cœur, disons par exemple un teint de lys et de rose, est artificiellement acquis par l'usage dangereux d'un poison mortel ? Il est tout simplement absurde qu'une telle idée puisse venir à quelqu'un. Sans doute personne n'entendit jamais Madame Eustache Macallan parler d'arsenic. Sans doute personne ne la trouva jamais s'administrant de l'arsenic. Il est prouvé que, même aux amis qui lui avaient parlé de l'arsenic comme d'un remède, et qui lui avaient procuré le livre où ce sujet était traité, elle ne voulut jamais confier le projet qu'elle avait formé d'essayer de ce poison. Jamais, au grand jamais, la pauvre femme ne fit part de son secret à personne. Pas plus qu'elle n'aurait fait part de son secret si elle eût porté de faux cheveux ou si elle eût été redevable de ses dents à l'art du dentiste. Et voilà maintenant la vie et l'honneur de son mari en jeu parce que, femme, elle a agi comme toutes les femmes, comme les vôtres. Messieurs du jury, ne manquerez pas d'agir envers vous en pareille occasion. » Après cette brillante plaidoirie, que je voudrais pouvoir reproduire ici en entier, le dernier discours prononcé dans cette affaire fut le résumé du président. Triste et monotone lecture, en vérité. Sa seigneurie commença par dire au jury qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on lui fournît la preuve directe de l'empoisonnement, une telle preuve ne se rencontrant presque jamais en pareil cas. Il fallait donc se contenter des preuves résultant des circonstances de l'affaire. Telle était la règle que monsieur le président, je n'en doute pas, devait connaître. Mais après avoir affirmé au jury qu'il pouvait se contenter de preuves circonstancielles, il revint sur ses propres paroles et le prémunit contre toute tendance à accepter trop facilement ce genre de preuves. « Il faut que vous ayez des preuves satisfaisantes, convaincantes, dit-il, des preuves d'où vous puissiez tirer, non de simples conjectures, mais de justes et irrésistibles conclusions. Mais qui doit décider ce qui est ou n'est pas une juste conclusion, et qu'est-ce que c'est qu'une preuve circonstancielle, sinon une conjecture ? » Après cet échantillon, il n'est pas nécessaire, je pense, de donner d'autres extraits du résumé. Le jury, absolument désorienté sans doute, eut recours à un compromis. Au bout d'une heure de débats infructueux dans la chambre de ses délibérations, un jury de femmes n'aurait pas délibéré une minute, le jury rendit le timide et incertain verdict permis par la loi écossaise. Non, le crime n'est pas prouvé. Quelques applaudissements, immédiatement réprimés, éclatèrent dans l'auditoire. L'élargissement du prisonnier fut prononcé. Il se retira lentement, comme un homme qu'accable une profonde douleur, la tête penchée sur sa poitrine, ne regardant personne et ne répondant même pas aux amis qui lui parlaient. Il savait, le malheureux, quelle flétrissure laissait peser sur lui un verdict qui équivalait à ceci.
Nous ne disons pas que vous êtes innocent du crime dont vous êtes accusé. Nous disons seulement qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour vous condamner. Telle fut la conclusion boiteuse et misérable par laquelle, pour le moment, se termina le procès. Et pour toujours, il serait resté tel si moi, je n'avais été là. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce, ou liker, ou mettre un commentaire. À bientôt.